Bien. Bonjour. Bonjour. Le Forum d'économie financière, dans sa vidéoconférence en ligne intitulée « La Tunisie au creux de la vague », va parler du redéploiement bancaire dans une relance inclusive. Nous avons le plaisir d'avoir Ahmed El-Karam, qui est président de l'Union des banques maghrébines. Nous avons le plaisir d'avoir Esdine Gharbi, prof d'économie, et Choukri Gharbi, rédacteur en chef adjoint de journal La Presse. À l'heure où le pays est en voie à la plus grave crise pandémique, les indicateurs financiers sont au plus bas. Les perspectives financières à court et moyen terme méritent une attention très particulière. Au cours de cette session, on se propose de dresser un bilan de l'évolution du secteur bancaire et de sa contribution en Tunisie à la lumière de la crise pour examiner les politiques financières, fiscales qui pourraient contribuer à améliorer les capacités de financement de la relance inclusive via les banques tunisiennes. Or, le conseil d'administration de la Banque centrale, hier, a tenu une réunion dans le but d'étudier le projet de loi de finances complémentaire de 2020 et éventuellement jeter les bases de la loi de finances 2021. De ce fait, la réunion a porté essentiellement sur le déficit budgétaire et l'impact de la crise sanitaire qui pourra amener à une impasse budgétaire de 13,4% du PIB. Cela voudra dire qu'il faudra mobiliser les ressources financières de l'ordre de 17 milliards de dinars dans un laps de temps très réduit, en tenant compte de la conjoncture actuelle, blocage de la production, phosphate, pétrole, gaz et ailleurs, des entreprises en difficulté, moribondes, à savoir aussi que l'accès difficile au marché financier mondial, sans compter d'ailleurs la dégradation de la note souveraine de la Tunisie et le coût trop élevé du marché. L'impact de la crise sanitaire suivi de l'endettement débouche sur l'hésitation des investisseurs internationaux à s'engager à financer en Tunisie et à investir en Tunisie. Alors, bien entendu, il faut rappeler que le gouvernement a l'intention de recourir au financement interne à hauteur de 14 milliards et demi via les banques privées. Or, il faut rappeler que la version de départ de la loi de finances complémentaire de 2020 prévoyait une enveloppe de 2,4 milliards et non pas 14,5. C'est-à-dire que nous avons à peu près 12 milliards de plus
de ce qui est prévu. C'est dans ce contexte que la Banque centrale a soulevé la question de savoir qu'il ne s'agit pas de recourir à des emprunts bancaires en interne. Il y a d'autres moyens techniques que nos étudiants aujourd'hui connaissent et bien entendu les pouvoirs publics aussi. Parce que cela entraînera des répercussions néfastes sur les équilibres économiques et financiers du pays. Il va y avoir un pompage des liquidités des banques vers l'État. Qu'est-ce qui va rester pour le privé, pour les entreprises qui ont besoin de liquidités, pour investir, pour financer, pour payer? Qu'est-ce qui restera pour les ménages pour investir dans le logement, pour continuer à s'en sortir et voire même à consommer à crédit parce que il y a un bon pan, une bonne partie des salariés qui sont en confinement ou parce que les entreprises ont dû fermer et elles sont très nombreuses, elles sont à peu près elles sont de près de 7 à 8 000 entreprises. Par conséquent, la démarche d'un financement interne bancaire va certainement augmenter le taux de refinancement de la banque et le coût du crédit. La Banque centrale rappelle que les mesures prises par la Banque centrale au cours des 3 dernières années a contribué à ralentir le rythme d'inflation. Le conseil d'administration a aussi évoqué les efforts exceptionnels de la Banque centrale au cours de la période récente, depuis février jusqu'à aujourd'hui, et ça continue, pour soutenir les efforts de l'État pour sortir de la crise pandémique et des effets économiques et sociaux à moyen et à court terme. Le conseil d'administration rappelle que la Banque centrale maintient son rôle régulateur. Il ne faut pas l'oublier, c'est par les statuts. Il faut maintenir la stabilité des prix, assurer la pérennité du dinar et contribuer à la stabilité financière, conformément à la loi relative à la réglementation du statut de la Banque centrale. Donc ici, il y a une mise en garde très forte, une forme c'est à la limite de l'ultimatum. Il y a un bras de fer fort entre les gouvernants de la Banque centrale et les pouvoirs publics. Et ce bras de fer, il n'est pas technique. Je le dis, je le répète, et je ne sais pas si mes amis, Sidan et Ezdine et Chokri sont d'accord ou pas. Le bras de fer, il est politique. Il faut que les pouvoirs publics, à mon avis personnel, s'acheminent vers une stratégie claire et nette, crédible, pour sortir de la crise aujourd'hui. Les gens nous regardent, le monde nous regarde, la classe ouvrière nous regarde, les investisseurs nous regardent. Nous devons être aujourd'hui à la hauteur de nos 3000 ans de civilisation. En d'autres termes, pour revenir à notre débat d'aujourd'hui, nous allons tenter de présenter les contours de la contribution de la politique monétaire à l'heure de la crise actuelle. 2 points nous semblent essentiels. Le premier point, est-ce que les banques tunisiennes sont capables
de financer l'effort de relance inclusive nécessaire de l'ordre de 15 ou 16 milliards de dinars aujourd'hui. Et dans un laps de temps très court, une question de 2 semaines. Le deuxième point, est-ce que la politique monétaire ne devrait-elle pas aussi soutenue par une politique fiscale crédible, une politique budgétaire de relance inclusive crédible, stable, cohérente? Nous allons présenter le point de vue de M. Ahmed Karam, président de l'Union des banques maghrébines. Ahmed Karam a été vice-gouverneur de la Banque centrale pendant des années et des années, je ne sais pas, je crois que c'est de 15 ans, je ne sais pas, il faut pouvoir nous le dire, pour passer dans le secteur privé. Les gens le connaissent, tout le monde le connaît, en Tunisie et ailleurs. Nous allons passer en revue le point de vue de Yazdine El-Arbi, prof d'économie agrégé, le point de vue de Chokr El-Gharbi, rédacteur en chef adjoint de la presse de Tunisie. Les questions sont reçues via le SMS, le mail et le messenger, via la page officielle de l'Institut. C'est Ahmed, à vous la parole. Merci, Sidi Tahar, pour cette invitation. Je suis heureux de se trouver parmi d'éminents amis et experts. Et notre réunion ne peut pas mieux tomber. Je pense que nous vivons maintenant des moments historiques. C'est la première fois en Tunisie où la Banque centrale, solennellement, marque de réserve sur la manière de gérer le budget de l'État. C'est une crise qui s'ouvre. Et cette manière, n'est-ce pas, de voir la gestion économique entre un gouvernement et une autorité monétaire est quelque chose de classique, il faut le dire. Mais ce qui est nouveau, c'est de poser le problème à l'opinion publique. Un peu d'histoire. La Tunisie est passée par 2 conflits majeurs entre le gouvernement budgétaire, appelons-les ainsi, et le gouvernement monétaire. La crise de 70, nous sortons d'une ère socialisante qui a appauvri les pays, qui a également réduit à néant les avoirs en devises et les ressources budgétaires, et la crise est devenue structurelle et latente. Hedi Nouira, à l'époque, gouverneur de la Banque centrale, fait un rapport que l'on voit au président Bourguiba. Bourguiba, intelligent comme il l'est, saisit très vite les risques et ordonne est-ce qu'on limoge, n'est-ce pas, Ben Salah à l'époque, et est-ce qu'on désigne Hedi Nouira comme Premier ministre pour une nouvelle politique. Nouira, très sagement, a changé les choses et a réussi à faire sortir très rapidement des pays de la crise et à l'amener dans un sentier de croissance, retenez-vous bien, de 30% de croissance par an. 30, 28, 25, ça dirait durant de nombreuses années. C'est qu'on a trouvé à l'époque un décideur de taille, Bourguiba. On a trouvé également un chef de gouvernement sage d'avenir, Nouira. Et on a trouvé également une société civile et également une société économique qui a fonctionné, qui a répondu présent pour cet effort de relance. Les mêmes choses se répètent. Nous sommes au milieu des années 86. Le gouverneur de la Banque centrale de l'époque, Ismail Khalil, constate que la gouvernance de Mzali nous amène à la ruine. Au mois d'été, n'est-ce pas, c'était au mois d'août, il se déplace avec Chedesfar à Monastir, il rencontre Bourguiba, lui dit c'est une chose contenue comme elle le sent, c'est la faillite du pays. Bourguiba rapidement ordonne de limoger
Mzali nomme Chid Sfar, Premier ministre, le charge de mettre en place un plan d'ajustement structurel. La Tunisie retrouve le sourire. La croissance reprend, les réformes se mettent en place et nous avons vécu les fins des années 80 jusqu'à 2095 des années glorieuses avec une croissance forte, un chômage très réduit. Nous vivons aujourd'hui la même situation. Mais le problème, c'est quoi? C'est que le gouverneur de la Banque centrale ne trouve pas, malheureusement, l'homme fort qui va décider vite. Ne trouve pas, malheureusement, l'homme fort qui va appliquer une politique novatrice de réforme. Il est obligé, le pauvre, de mettre à témoin l'opinion publique. De dire la chose suivante. Je suis surpris par un déficit budgétaire qui atteint 14% du PIB. Imaginez, un gouverneur est surpris d'une donnée fondamentale. Ça pose des questions. C'est la qualité de relation, de dialogue entre le rouage de l'État. Deuxièmement, il nous dit, vous me dites que ce déficit de budget de l'État est dû au Covid. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Nous connaissons très bien le coût du Covid et c'est très en deçà des déficits de 13 ou 14 milliards de dinars que nous découvrons. Vous me dites, je vous comprends, que vous ne pouvez pas aller chercher cet argent pour financer le déficit à l'extérieur. Nous connaissons la Tunisie, nous connaissons également le comportement des marchés financiers internationaux, nous connaissons un peu l'impossibilité, c'est même pas une question de coût, hein, l'impossibilité, si on n'a pas un accord avec le Fonds monétaire, d'aller les capitaux extérieurs. Maintenant, ceux qui gouvernent me demandent de faire actionner la planche à billets, d'injecter dans l'économie, miraculeusement, comme ça, en imprimant des billets de banque, le montant de 12 milliards de dinars. Moi, je vais bien le faire, mais mon statut me l'interdit. Moi, je suis là comme gardien de la stabilité monétaire, comme gardien de la stabilité des prix, comme gardien de l'orthodoxie. Et d'ailleurs même si j'ai d'autres missions, injecter maintenant autant d'argent dans l'économie, ça serait impossible. Tout d'abord, le faire rapidement, et deuxièmement, le faire pour financer quoi? Pour financer un déficit. Et quel déficit? Un déficit de la honte, un mauvais déficit. Nous sommes d'accord pour financer des déficits, mais ce sont positifs, ce sont créatifs d'investissement, créatifs de richesse, mais un déficit qui finance de frais de fonctionnement, qui finance de non-valeur, le perte de services publics, ça sera un drame et un crime contre la collectivité que de le financer. Pourquoi? Parce que c'est à dire inévitablement par une inflation. Certains disent à des chiffres, moi je dirais même à 3 chiffres. Rappelez-vous, à côté de nous, pas très loin, les cas, n'est-ce pas, de l'Argentine, les cas du Brésil, les cas de la Colombie, les cas de la Bolivie, et les cas de la Turquie. Donc l'inflation, quand elle dérape, elle dérape. Et ceux qui vont subir l'inflation, ce ne sont pas les riches, c'est la classe moyenne qui est pauvre et qui va s'appauvrir davantage. Une injection monétaire pour financer un déficit scléral, un déficit mauvais, est également une porte ouverte à la dévaluation de la monnaie. Et vous savez tous les conséquences d'un dinar dévalué. Donc, au lieu de me demander, le gouverneur de la Banque centrale qu'il est, d'injecter de l'argent comme ça à blanc, venons discuter. Venons discuter et voyons comment nous pouvons faire ce soutien nécessaire au budget de l'État. Je vous dis que la Banque centrale n'a pas le choix. Elle est dans l'obligation économique et morale d'assurer le budget de l'État. Parce que si elle ne le ferait pas, c'est l'État qui serait mis en cessation de paiement. C'est les fonctionnaires qui ne vont pas recevoir leur salaire. C'est les services publics qui vont s'arrêter. Et c'est la faillite de l'État. Donc la Banque centrale, maintenant, elle a entre ses mains le pouvoir de sauver ou non le pays. Et elle va le sauver. Mais il est dans son droit également d'exiger, est-ce qu'on discute sur la manière d'injecter cet argent? Est-ce que ça s'accompagne par une garantie que la situation ne va pas se répéter demain? Aujourd'hui, on a 12 milliards à injecter. En 2020, nous allons avoir 20 milliards à injecter. 22, c'est comme ça, nous allons avoir 30 milliards à injecter. C'est la fuite en avant et c'est la perdition de la quintessence même
de la richesse des citoyens et de l'économie tunisienne. Et les conséquences sociales, vous les connaissez et vous les imaginez quand vous avez l'inflation à 2 ou 3 chiffres. Donc, je pense, pour sortir maintenant de la crise, il est indispensable que le gouvernement accepte de mettre en place de manière sérieuse une politique d'ajustement structurel basée sur des réformes sérieuses, qui s'attaquent à la question de la caisse de compensation pour qu'elle profite non pas à ceux qui consomment le plus, donc aux plus riches, mais elle profite à ceux qui sont dans un état de pauvreté absolue. La compensation doit financer pas la dépense, mais le revenu. On se penche sur les outils publics et qu'on oublie ce dogme de pas de privatisation. La privatisation est indispensable. Et il n'y a pas d'autre solution pour ce public que la privatisation. Certes, on veillera pour qu'elle n'affecte pas autres mesures, la masse de travailleurs et la main-d'œuvre. Il y a des mécanismes pour cela et ont fonctionné auparavant. On prendra des mesures sérieuses également pour assurer cette valse des impôts, pour faire une vraie réforme fiscale et une vraie stabilité fiscale, de réforme pour régler la question de la sécurité sociale. C'est un peu de l'accès au marché plus libre. Donc, il y a tellement de réformes que tout le monde connaît maintenant, dont on a parlé depuis de l'IRET, mais personne ne fait aucune action pour cela. Et il devient urgent, et sur cela, moi, je suis d'accord, et j'appuie les cris d'alarme du gouverneur de la Banque centrale de Tunisie. Il faut que tout le monde comprenne qu'on doit assumer nos responsabilités. Certes, il faut les reconnaître. Le régime politique qu'on a choisi ne nous aide pas. Quand vous avez 3 personnes qui gouvernent, le président du gouvernement, le président du Parlement, le président de la République, et qui dialoguent rarement entre eux, comment les amener tous à se mettre d'accord sur une stratégie d'ajustement structurel pour sauver le pays et pouvoir faire de manière que l'injection de liquidités serve au moins, n'est-ce pas, d'appurement de passifs antérieurs pour enclencher une dynamique positive. Vous avez également un acteur dans l'ombre qui, peut-être malgré lui, parce qu'il y a une faiblesse de l'État, joue un rôle politique sur les syndicats. Un accord entre les 3 chefs d'État, s'il n'est pas signé par les syndicats, n'a aucune valeur. Et tout ça rend le jeu très compliqué. Tout ça rend la sortie de crise presque impossible. Et cela nous amène à penser à un peu de raison de la part de ceux qui nous gouvernent pour qu'accepter une fois pour toutes que fini maintenant les promesses fallacieuses. Fini maintenant la situation où le pays vit au-dessus de ses moyens. Fini maintenant où la seule valeur qui n'a pas de valeur, c'est le travail. Fini maintenant ce comportement de corruption d'autres. Il faudrait qu'on assainisse l'État tunisien et il faudrait qu'on se mette à travailler. Et je pense que la Banque centrale, en agissant ainsi et en faisant ce signal, disons, je ne croyais pas que pour moi c'est automatique de financer l'État parce que j'ai d'autres exigences, d'autres responsabilités via un point nommé, espérant qu'il traduirait non pas un flot de critiques des ignorants et des gens inconscients, mais qu'il produira un sursaut de conscience pour qu'ensemble nous arrivons à sauver ces pays. Et dans cette dynamique, les banques sont prêtes. Prêts. Et le gouverneur l'a dit clairement, il a dit, moi je vais bien, peut-être vous dites que les banques vont financer ce déficit, et elles vont le faire, les banques n'ont pas de moyens, mais supposons qu'elles le feraient, elles vont le faire automatiquement au détriment du secteur privé, le fait d'éviction que vous connaissez tous. Si vous financez l'État, vous n'avez pas suffisamment de ressources pour financer les entreprises et les particuliers. Et on a besoin, effectivement, de reprise d'investissement, et c'est le secteur privé qui va faire reprendre les investissements. Donc même une action volontariste de la part de certains acteurs ne permettrait pas, effectivement, de financer ces déficits colossaux dans l'état actuel de choses. Le gouvernement, c'est l'assume ses responsabilités. Il doit certes faire des réformes, mais il doit également chercher l'argent où il se trouve. L'argent n'est pas dans la création monétaire, dans l'émission des billets de banque, dans la monnaie des singes, que le sera si nous ne prenons pas en garde, n'est-ce pas, les risques inflationnistes d'une émission, c'est colossal. Vous savez qu'il y a dans la Tunisie maintenant un encours de billets et monnaies en circulation de 16,5 milliards de dinars. Un montant
qui était de 5 milliards de dinars en 2010. Maintenant, il est 16,5. C'est autant d'argent qui est en dehors de ce qui est organisé, en dehors des agences bancaires et qui ne sert pas à financer la croissance et le développement, sert à financer l'informel. Qu'attendons-nous pour faire les mesures qui vont intégrer ce montant, cette manne colossale, 16,5 milliards de dinars, l'intégrer dans le tissu économique organisé, en faire de ressources des banques utilisées dans le financement des investissements et l'exploitation des entreprises et des particuliers. Ça, sans parler de 4 ou 5, au bon mot, de milliards de dinars, de banques en devises qui circulent, n'est-ce pas, dans l'économie et que nous ne faisons pas d'efforts pour qu'elles puissent se transiter vers le système organisé par les bureaux de change et vers les agences bancaires. Donc, vous voyez que nous avons des solutions autrement plus saines, autrement plus efficaces, autrement plus durables. Mais malheureusement, cette recherche de la facilité fait que nous n'avons pas le courage pour les enfourcher sérieusement et en faire également des piliers de stabilisation. Donc, si nous faisons les réformes, si nous faisons les actions pour réduire la masse monétaire, la monnaie fiduciaire, qui représente maintenant 17% du PIB, qui représente, cette monnaie fiduciaire, le quart des ressources bancaires. Imaginez les gâchis. Vous voyez, nous ne pouvons pas effectivement demander au gouvernement de la Banque centrale d'injecter de la liquidité. Pour la banque, et je réponds à votre deuxième question, sommes-nous prêts à soutenir l'économie? Nous le sommes. Nous avons montré que nous avons intérêt. Les soutiens des entreprises et des ménages, quand elle a été mise en place par les autorités gouvernementales et la Banque centrale, a trouvé un écho favorable. Nous avons déjà reporté, réchelonné l'équivalent de 5 milliards de dinars des institutions principales en impayés, des banques et des particuliers. On les a dispensés directement à leur échéance de ce montant pour que les petites trésoreries qu'ils ont et les réserves faire face à leurs frais de fonctionnement et à leurs charges incompressibles. Nous avons déjà enclenché les crédits de soutien et nous avons maintenant un montant qui avoisine les 1 milliard de dinars de soutien qui va augmenter encore, qui se débloque progressivement. Ces crédits de soutien vont à l'ensemble des agents économiques, quelle que soit leur taille, leur secteur d'activité. C'est ce que nous demandons, c'est qu'effectivement, un peu plus de souplesse de la part de l'administration pour que ces formalismes de blocage de ces crédits puissent trouver des solutions assez rapidement. Nous nous préparons également à l'après-Covid. Nous savons que l'après-Covid ne sera pas comme l'avant-Covid. Il mettra en charge beaucoup de responsabilités, à part celle qui a consisté à maintenir en vie un tissu économique pour qu'on se le trouve efficace et dynamique après le Covid. Il y a également cette nécessité, et vous l'avez dit, de s'occuper de l'inclusion financière. Nous ne pouvons plus accepter que 40% de nos Tunisiens, de nos concitoyens, de nos frères, n'est-ce pas, tunisiens, n'ont pas de compte bancaire. C'est inadmissible dans une économie comme la Tunisie et dans ce monde moderne. Il est impératif d'utiliser tous les moyens technologiques, n'est-ce pas, d'ordre fiscal et autres, pour que chaque citoyen tunisien puisse avoir son compte bancaire, puisse s'adonner aux services bancaires, puisse avoir des capacités d'épargner chez la banque, de demander un crédit à la banque, d'accéder au crédit bancaire et de faire toutes ces opérations par le paiement électronique. Et vous savez que le portable maintenant, fort heureusement, le permettent dans le coin le plus reculé et chez les couches les plus défavorisées. Un plan d'action a été engagé en la matière. Si nous lui rendons un statut national, il pourrait effectivement avoir des effets positifs grâce à l'inclusion financière sur le PIB d'1 ou 2 points presque automatiques. Pensez aux 16,5 milliards de dinars dont je parlais et qui seront touchés au premier chef par cet effort d'inclusion financière. Et les instruments-là et les moyens sont nombreux. Je pense que ce n'est pas le moment de développer, mais je les ferai si vous me posez la question. La deuxième chose qui est également très importante, dans laquelle nous sommes totalement conscients, c'est que nous devrons nous occuper de manière sérieuse de notre responsabilité économique et sociale. Le système bancaire doit s'impliquer à fond de l'économie verte, doit apporter sa contribution majeure dans la réduction des émissions de gaz à effet de serre, dans l'amélioration de l'environnement, dans la réduction du réchauffement de la planète et
Partout dans le monde, les banques sont indispensables dans l'intégration climatologique de la planète. Et certains, n'est-ce pas, ONG dans le monde développé, en Occident, disent, quand tu le vois, la banquise commence à disparaître, nous préférons de la banquise que de banquiers. C'est que nous avons failli un peu et nous devrons maintenant nous ressaisir et faire, n'est-ce pas, des questions de l'environnement une composante fondamentale de toutes les décisions de financement et d'engagement. Et la Banque européenne d'investissement, la BI, la deuxième banque dans la planète après la Banque mondiale, a décidé, après l'accord de ses 27 membres, d'arrêter tout financement des énergies fossiles. Imaginez, arrêter de financer le pétrole, malgré le poids qu'il a dans l'économie européenne. Si l'on décide ainsi, c'est qu'il a maintenant un courant d'opinion tellement fort qu'il faudrait la plus développer dans l'intérêt, n'est-ce pas, des banques elles-mêmes, dans l'intérêt de l'économie. Le troisième axe sur lequel nous sommes en train de réfléchir de manière très sérieuse, c'est cette nécessité de développer tout ce qui est digitalisation. Vous avez remarqué que sortant du Covid, les pays qui ont sorti avec le minimum de dégâts, parce qu'il n'y a pas eu de pays indemnes, sont ceux qui ont mis de leur côté des avancées réelles en termes de digitalisation, qui ont utilisé le portable pour organiser, n'est-ce pas, le traitement du Covid, pour gérer le déplacement des foules, pour avoir l'information la plus actuelle et la plus rapide, pour intervenir rapidement et tuer le foyer des maladies et le foyer des virus. La digitalisation également est indispensable pour améliorer les conditions de vie des citoyens, pour réduire le coût, améliorer l'efficacité. Et il est impératif que les banques tunisiennes sont en train de l'engager, soit totalement digitalisées d'ici une année et demie, et ça devrait être la même également pour l'administration et pour tous les opérateurs. Nous sommes disposés à investir tout le montant qu'il faut pour la digitalisation et à aider tous nos clients pour le faire le plus rapidement possible. Tout ce que nous voulons que l'administration suive et emprunte également les mêmes voies. La quatrième responsabilité qu'on aimerait assumer, si jamais nous donnons l'occasion de le faire, si jamais il y a plus de conscience, c'est cette tendance nouvelle de gestion de la mondialisation. Vous savez que la mondialisation a été conçue sur une idée forte, c'est qu'il n'y a pas de frontières entre les pays sur le plan économique et que les investissements se déplacent au gré de rentabilités éventuelles assurées. C'était le mouvement de la délocalisation. Les entreprises, les investisseurs avaient choisi la Chine et l'Asie en tant que région, un grand marché, région également de coûts assez acceptables, de capacités humaines intellectuelles fortes. Et nous avons vu la Chine se déclarer usine du monde et l'Inde se déclarer bureau du monde. Le Covid, avec la rupture qu'elle a créée dans la chaîne d'approvisionnement, a fait naître une conscience dans le danger d'être un peu esclave, entre guillemets, de la Chine et de l'Inde. Et on parle maintenant, au lieu de la délocalisation, de la relocalisation. Les investisseurs, maintenant, veulent réaliser les investissements dans les localités proches au lieu de consommation, donc en Europe et dans le monde occidental. Or, la Tunisie, elle fait partie de l'Europe. Nous avons une zone de libre-échange avec l'Europe. On ne peut pas dire à ceux qui veulent se localiser, ils vont le faire, parce que c'est une stratégie nationale. Il y a des dizaines et des milliards d'euros réservés à la localisation. Venez le faire en Tunisie. Elle est quelque part de l'Europe et il n'y a pas de redouane entre la Tunisie et l'Europe. Et vous avez maintenant la qualité qui n'est pas très loin de ce qu'il y a en Chine. C'est un marché que vous connaissez. Donc faisons de cela un vecteur d'investissement novateur qui va permettre le redressement de notre industrie et de nos services et les orienter vers l'exportation, donc leur donner une pérennité internationale permanente. Ça, ce sont les principaux, n'est-ce pas, défis que nous avons. Il y a certes le défi également de l'innovation, il est permanent, et les banques tunisiennes sont disposées à apporter, non pas par leur fait elles-mêmes, mais par des mécanismes de marché, grâce à nos filiales, entre autres, l'apport nécessaire à l'innovation. Nous parlons tous de start-up, nous parlons tous un peu de fintech, nous parlons tous un peu de ces nouvelles industries et technologies qui se développent suite à la mouvance des GAFA, la GAFA Google, Apple, Facebook et Amazon, qui sont en train de faire sortir une nouvelle manière d'organiser le travail, de faire sortir une nouvelle manière de gérer les besoins des citoyens
et susciter de nouvelles vocations d'investissement et d'innovation. Les banques également, grâce à leurs filiales, principalement dans le fonds d'investissement, pourraient effectivement apporter un soutien à l'effort public en la matière, principalement en aidant la Caisse des dépôts et de consignation qui a été dotée de moyens nécessaires pour assumer cette mission. Donc, nous sommes conscients de nos responsabilités. Nous allons les assumer comme toujours. Comme toujours, les banques tunisiennes ont été durant toute l'histoire de la Tunisie à côté de nos clients. Rappelez-vous, après la Révolution, en 2010, à un moment où c'est l'incertitude, à un moment où personne ne sait comment ça va évoluer les choses, à un moment où la théorie admet que les banques pratiquent une crunch, c'est-à-dire elles réduisent le cours de leur crédit. La banque tunisienne a augmenté leur crédit en 2011, 12, 13, 14, 15, jusqu'à 16, une augmentation des chiffres avec un moyen de 13%. C'est vous dire l'application des banques, de leur tissu économique, même devant les dangers qui sont évidents et qui nous excusent de ne pas prendre des risques. Nous l'avons pris, nous l'avons fait, nous allons continuer à le faire. Tout ce que nous demandons, c'est que ces politiques qui nous gouvernent se réveillent et prennent conscience de la gravité de la situation et assument enfin leurs responsabilités en quittant un peu le querelle mesquine qui n'apporte aucune plus-value, aucune production à la Tunisie pour s'occuper ensemble, unis, du vrai travail du pays, et réformer ce pays qui ne mérite pas réellement la situation dans laquelle il est gouverné. Et merci beaucoup. Merci beaucoup, Ahmed, pour cette tour d'horizon absolument nécessaire. Je passe la parole à Azdine Arbi. Il a des choses à dire aussi. Merci. Il y a quelques points sur lesquels j'aimerais insister. La situation dans laquelle nous vivons, comme tout le monde le connaît, puisque ça a été écrit, redit, etc., est une situation vraiment exceptionnelle. Et donc, il faut trouver des solutions à très court terme, exceptionnelles, puis regarder un peu le moyen et le long terme. Si je pars de l'historique qui a été mentionné, c'est vrai qu'en 1972, la Tunisie a connu un taux de croissance en termes réels, en 1972, de 16,2%. Positif, en termes. Et qu'en 1986, le taux de croissance était négatif et évalué à peu près à moins 5%. Dans les deux cas, n'est-ce pas, il y a eu une mouvance, une transformation. Dans le premier cas, c'était la libéralisation, le code d'investissement, tout cet enthousiasme qui a donné ce que j'appelle les années glorieuses, les 70, les années glorieuses de la Tunisie, où énormément de choses ont été faites, comme ça a été mentionné. Le plan d'ajustement structurel était nécessaire. Nécessaire pour la Tunisie pour que on fait une politique de rigueur et on relance l'économie. C'est ce qui a été fait. La situation exceptionnelle dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui, on a essentiellement un budget qui est très lourd. Un budget qui fait à peu près 47% du PIB. C'est lourd. N'est-ce pas? Quand vous prenez une moyenne en général des pays, c'est du 25 ou 30%. En Tunisie, c'est devenu trop lourd. C'est un peu comme la pression fiscale. On étouffe un tout petit peu de partout. Maintenant, quand on parle de l'autre sujet, du refinancement, n'est-ce pas, dont on a besoin dans ces 2 mois qui viennent. Il y a 2 choses pour mettre les choses d'un peu dans leur cadre. Le déficit qui a été présenté dans la loi de finances 2020, et ça c'est connu, n'a pas tenu compte essentiellement de tout ce qui est caisse sociale, de tout ce qui est NRPS, tout ce qui est entreprise publique. Le déficit de corriger, etc., c'est gonflé, trouvé gonflé, on a tenu compte un peu de cela. Donc, je ne sais, un petit montant, on se trouve à 13 ou 14 milliards de dinars de déficit. Comment combler ce déficit dans les 2 mois à venir? La solution la plus simple, n'est-ce pas, au niveau des gouvernements,
des gouvernements qui ne se sentent pas vraiment, je dirais, responsables, c'est dire allons vers la Banque centrale. Parce que ça, ce sont les BABA. L'économie, ce qu'on appelle les BABA, allant vers la monnaie d'hélicoptère, la planche à billets, etc. Et on connaît les désastres que cela fait. Pourquoi? Parce que la politique monétaire, pour qu'elle agisse sur le côté réel, n'est-ce pas? La relation n'est pas mécanique. Mais la relation est très mécanique en tant que politique monétaire et inflation. Ça, c'est très simple. Vous faites les planches de billets, le secteur réel ne va pas se trouver ici et l'inflation va y être avec tous les dégâts qui pourraient y avoir. Dans le cas présent, si on le fait, ce qui a été dit, Venezuela, Brésil, etc., nous serons dans ces scénarios-là. Ce n'est pas pour faire peur, mais il faut dire les choses comme elles sont. Donc, ce que je dirais, il y a un problème vraiment de communication énorme, n'est-ce pas? De communication au niveau des gouvernants, au niveau des décideurs. Ce problème de communication devrait essentiellement dire, regardez, on a besoin essentiellement de réviser ce budget-là. Il est impossible qu'on ait 14% et qu'on demande à la Banque centrale, dans 2 mois, d'imprimer les billets. Ces 14% devraient être réduits. C'est ça, moi, si j'étais au gouvernement décideur, c'est le gouvernement, ils sont là, ils doivent décider. Ils doivent décider pour ramener ce déficit-là à des taux un peu raisonnables, tenant compte pour le ramener un tout petit peu avec l'effet Covid. Parce que ça, comme ça a été dit, on a profité du Covid pour gonfler le tout et donner la planche à billets qui sera quelque chose de très dangereux, contrairement à ce qu'on pense. Maintenant, le refinancement, la Banque centrale le fait. La Banque centrale le fait par le biais de marché monétaire, open market, etc. Si vous retrouvez même les 8 premiers mois de 2020 comparé à 2019, le refinancement a été fait. La Banque centrale a des facilités de crédit, n'est-ce pas? Le Trésor a des facilités de crédit auprès de la Banque centrale. Selon les règles, il y a des avances, des facilités de 5% des recettes fiscales de l'année dernière. Qu'en est-il des caisses enregistreuses qu'on a dit? Parce qu'on est en train de ramasser de l'argent un tout petit peu partout, mis à part tout ce qui est informel, etc., que je vais mettre ça dans le moyen et le long terme. À très court terme, ce que je dirais, c'est qu'à mon sens, il y a eu une erreur d'avoir abandonné le programme avec le Fonds monétaire international en avril dernier. Il y avait 2 tranches qui étaient là, et avec cela, le gouvernement, dans la lettre d'intention du dernier accord, devrait aller dans ces réformes-là. Ça aurait été en quelque sorte quelque chose où on n'allait pas déraper de ce côté ou d'un autre. On l'a abandonné et on a uniquement trouvé ces 740 ou 45 millions de dollars pour dire c'est pour le Covid. Maintenant, dans ce cas du Covid et dans le cas de tout ce qu'on a dit, assistance au niveau du secteur de santé, paraît-il, il y a énormément d'argent qui n'a pas été décaissé, c'est allé essentiellement au salaire, etc. Donc, le grand problème, ce que je dirais, la Banque centrale étant là, elle refinance. Quand on dit maintenant, ce qu'elle dit, elle a raison, c'est elle qui doit choisir le timing et c'est elle qui doit choisir le montant. Ça, c'est dans ses prérogatives afin de garder ce que tout le monde connaisse, afin qu'elle garde la stabilité des prix et elle garde aussi la stabilité financière. Ça, c'est très, très important. Donc, je dirais qu'à très court terme, ce qu'il faudrait faire dans les 2 mois à venir, n'est-ce pas? Uniquement, on vient avec 13 milliards, pourquoi pas 20 milliards ou même 30 milliards, etc. Comment dirais-je, l'appétit étant ouvert. Donc, ceci est inacceptable. Il faudrait réviser les dépenses. Qu'est-ce qui est super prioritaire? Et s'il y a, je dirais, des coûts, il faut que cela, au niveau de la communication, dit voici comment les coûts vont être partagés au niveau de la réduction des dépenses. Il ne faut pas, bien sûr, que les familles vulnérables, n'est-ce pas, ils doivent être protégés.
et on a dit qu'il y a un identifiant, etc. Ces familles devraient être protégées. Parce que s'il y a inflation, ils seront taxés de nouveau. On va appauvrir les plus pauvres, mis à part la Covid qui a appauvri un peu les gens. N'est-ce pas? Donc, le grand problème essentiellement, c'est de communiquer et dire, voici les dépenses, il faut réviser ces dépenses-là. Il est parce que les budgets qui tombent à lui, il y a une gabégie. Je m'excuse de cela. Il y a une gabégie, il n'y a pas de priorité, il n'y a pas une communication de ce qu'on est en train de faire. Tout se fait en allant essentiellement, qu'on le veuille ou pas, vers les salaires, en allant vers les subventions, caisses de compensation et autres, en ne voulant rien faire, c'est-à-dire en ne voulant ni réformer les entreprises publiques, même dire qu'ils doivent agir d'une certaine manière, même dire, on a parlé de privatisation il y a des années et des années. Et ce n'est pas une idéologie ni libérale, ni rien du tout. Il faut être pragmatique. Pragmatique pour, quand on est dans une situation pareille, dire, voici ce qu'il en est. Voici comment on va protéger ces employés-là. Il faut discuter d'une manière, je dirais, technique, d'une manière avec les partenaires sociaux, puis étaler les résultats. Il y a beaucoup de phénomènes d'annonces qui se font au niveau de la communication qui, malheureusement parlant, font qu'on ne réussisse pas à mettre en place ce qui a été convenu. Énormément de réformes au niveau de la stabilisation macroéconomique, au niveau, tant au niveau des recettes, réforme des politiques fiscales, tant au niveau des dépenses, c'est-à-dire que les dépenses devraient aller essentiellement en investissement. Tout ce que même s'il y a refinancement, ces dépenses-là vont aller ici à la consommation et on va se trouver dans une spirale, n'est-ce pas, où il n'y a pas de creux. Le creux va s'enfoncer davantage. On ne va pas remonter. C'est ça ce qui est très dangereux. Ce que je dirais, puisque on a parlé un tout petit peu des décideurs, en Tunisie, dans l'instant actuel, contrairement à 86 et à 72, je m'excuse, il y a un déficit de prise de décision. Il y a un déficit de prise de décision qui est énorme. De par ma formation économique, etc., si on se résout ce que j'appelle à la fonction d'utilité sociale de Kenneth Arrow. Kenneth Arrow, c'est un prix Nobel d'économie, n'est-ce pas? Il y a eu le prix Nobel en 72 avec quelqu'un d'autre, et il a essayé de construire ce qu'on appelle une fonction d'utilité sociale, c'est-à-dire une fonction objective pour une nation, pratiquement. On connaît pour l'individu la fonction d'utilité individuelle, qui ne pourrait pas être comparée avec d'autres. Une fonction d'utilité, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, pour faire une fonction d'utilité sociale, selon ces 5 axiomes, il est impossible de la faire. Pourquoi? Parce que si on va laisser à chacun décider, n'est-ce pas, on ne va plus avoir pratiquement une décision. Quelqu'un veut aller de ce côté-là, l'autre veut aller de ce côté-là. Donc, quand on parle de 3 pouvoirs, plus les médias, plus etc., plus tout ce qui est Instagram et Facebook, etc., on est perdu. On est complètement. Ce qu'il a dit, il faut qu'il y ait un consensus. Ce consensus, une fois qu'il est fait, c'est par les priseurs de décision. C'est ça ce que la fonction collective pourrait être construite, sinon elle ne pourrait jamais être faite. Ce n'est pas le consensus, s'il y a un gouvernement, n'est-ce pas, le gouvernement élu, etc., c'est lui qui doit prendre les mesures nécessaires en collaboration avec les autres institutions. Il ne s'agit pas, comme je l'ai lu, n'est-ce pas, quelque part, de dire il faut abandonner l'idée d'indépendance de la Banque centrale. La Banque centrale, il faut comprendre qu'est-ce que ça veut dire l'indépendance, puisque quand on parle au public et on fait un phénomène d'annonce, ils croient que la Banque centrale, n'est-ce pas, c'est un organe complètement hors de l'État. Non, la Banque centrale, c'est la banque de l'État pratiquement. L'État a un compte au niveau du Trésor là-bas. Donc, ce qu'il faudrait essentiellement dire, c'est que quand on dit Banque centrale, on dit essentiellement politique monétaire, et quand on parle de refinancement Banque centrale, le timing et le volume, c'est la Banque centrale qui le décide, et ceci pour le bien du pays. Pourquoi? Parce que vous avez d'un côté le ministère des Finances ou politique, c'est un ministère dépensier. Le gouvernement, il est dépensier. Ce dépensier avec les petites recettes qu'il a, qui sont en train de s'amenuiser.
D'un autre côté, il faut qu'il y ait une garantie au niveau de tout ce qui est effet direct de la politique monétaire, c'est-à-dire le danger de cette inflation qui... donc, si on ouvre les vannes à travers une politique monétaire laxiste, n'est-ce pas, et qui ne servira ni de relancer les crédits, ni à générer la croissance, tout ce que cette politique va favoriser, c'est essentiellement la consommation et sans financer l'investissement productif, ce qui est très grave. Donc, pour avoir un plan d'ajustement structurel moyen terme, avec toutes les réformes qu'il y a, tant au niveau de l'éducation, de la santé, du digital, de la transformation qu'on appelle de leapfrog, c'est-à-dire de ce saut de grenouille pour notre économie, qui était un pays à revenu intermédiaire de niveau élevé, mais qui a été déclassé en août 2016 par la Banque mondiale en tant que revenu et revenu intermédiaire de bas revenus. Nous espérons que si ceci se passe et que Dieu nous garde, n'est-ce pas, pour ce financement de planche à billets, n'est-ce pas, ça sera vraiment, on passera du côté d'une économie, d'un pays ou d'une économie bananière, pratiquement. Maintenant, j'aimerais dire 2 mots sur les banques, puisqu'on profite de la présence du président des banques maghrébines, et je ne peux pas m'empêcher de faire la comparaison un tout petit peu. Il y a bien sûr des programmes tellement élogieux au niveau de tout ce qui est plan d'action qui pourrait être fait, mais au niveau, si je compare la Tunisie et au Maroc, les banques en Tunisie n'ont pas évolué. Je ne sais pas, pour une population comme chez nous, c'est vrai qu'il n'y a pas 40% de la population n'a pas de compte, mais on a tellement, il y a 3 fois, beaucoup plus que 3 fois de banques que ce qui existe au Maroc. Je ne pense pas. Donc, il y a un problème au niveau de ce que j'appelle d'acquisition, de fusion. Il y a un problème. Pourquoi? Parce que les banques qu'on a maintenant en Tunisie, avec les incitations mauvaises de l'État, les incitations, elles sont devenues des banques rentières. Donc, je parle d'effets d'éviction, etc. Des banques essentiellement rentières qui vont vivre essentiellement, n'est-ce pas, d'un produit net bancaire qu'on voit essentiellement, qui s'élève, j'enlève même le Covid ou autre, qui s'enlève et ils distribuent ce qu'ils ont à distribuer, n'est-ce pas, et l'économie. Donc, nous avons un paradoxe entre le secteur financier et l'économie réelle. Donc, pour, d'une manière générale, avec tous les plans d'action dans lesquels j'applaudis, en Tunisie, les services bancaires restent encore au niveau de financement, au niveau du citoyen. Vous avez comparé, moi je connais très bien le Kenya, je connais très bien le Rwanda, j'ai travaillé sur ces pays-là, je suis allé au Kenya, n'est-ce pas, qui est considéré comme pays en voie de développement moins développé, c'est pas un pays à revenu intermédiaire, avec tant au niveau d'éducation et qu'avec leur smartphone, tout le monde, n'est-ce pas, utilise ceci pour le paiement. En Tunisie, une population qui ne fait même pas la moitié du Caire, toute la population, il y a des tabous, il y a des rentes, n'est-ce pas, où on ne veut pas en quelque sorte avancer. D'un côté, il y a la digitalisation, la transformation. N'oublions pas qu'on a fait le sommet mondial de l'information il y a, je ne sais pas, il y a plus que 15 ou 16 ans. En Tunisie, on était à l'avant-garde de ceci. Donc, au niveau du secteur financier, il me semble, quand je le compare un peu même au Maroc, pour que ce secteur serve essentiellement l'investissement, donnera des crédits, n'est-ce pas, qui, dans des entreprises, en ont besoin, il faut qu'ils s'assainissent aussi de ce côté-là. Le dernier point sur lequel je veux terminer cette intervention-là, c'est essentiellement ce que je dirais les entreprises. Quand on parle, c'est vrai qu'on doit défendre les entreprises, le tissu économique, les entreprises qui sont créatrices de richesse, qui emploient, qui font de l'investissement. Moi, dont j'ai peur quand on parle d'entreprise d'une manière globale, il y a une entreprise sérieuse pour moi,
c'est pas une entreprise qui a besoin de liquidité, c'est une entreprise qui a des carnets de commandes. Je ne parle pas des startups, etc. Des entreprises qui ont des carnets de commandes et une clientèle. C'est ça ce qui est le plus... Et la liquidité viendra. Mais si on va chercher des crédits, n'est-ce pas, en ne sachant absolument rien de ce qui est en train de se faire, n'est-ce pas, ceci, il y a plusieurs entreprises, qu'on le veuille ou pas, c'est comme la vie humaine, qui vont disparaître. Pourquoi? Parce qu'elles sont inefficaces. Donc, notre économie, dans un plan de développement structurel, il faut qu'elle devienne compétitive. Il faut qu'on crée une valeur ajoutée que tout le monde connaisse. Donc, je termine un peu sur cela et je céderai la parole et je reviendrai après. Merci beaucoup, SD, pour cette intervention. Je me tourne vers Chokri El-Gharbi pour voir ce qu'il a à dire. Chokri, à toi. Comme tout le monde sait, la situation économique et financière de la Tunisie est vraiment catastrophique, pour ne pas dire difficile. La Banque centrale a bien raison de ne pas se mettre d'accord pour emprunter de l'argent des banques tunisiennes qui sont déjà, c'est-à-dire très sollicitées, surtout par les entreprises privées. Mais je me demande pourquoi on ne diversifie pas nos sources d'empruntement. Par exemple, pourquoi on ne se dirige pas vers les pays du Golfe, où il y a plusieurs banques qui offrent des crédits à des taux, c'est-à-dire à presque sans taux d'intérêt dans les pays du Golfe. Je me demande pourquoi la Tunisie veut toujours recourir au crédit de la banque, du fonds FMI, du Fonds monétaire international, et de la Banque mondiale et de la Banque d'investissement européenne, sans se tourner aux banques arabes et maghrébines. Pourquoi maghrébines aussi, s'il y a possibilité de coopération? Parce que ces banques offrent des crédits qui comportent beaucoup d'avantages, comme le taux d'intérêt et la période de remboursement qui s'étale sur plusieurs années. Donc, il faut penser à diversifier les sources de crédit, ne pas se concentrer uniquement aux banques européennes. D'autre part, le Covid n'est pas le seul responsable de la situation économique alarmante de la Tunisie actuellement. Il y a d'abord l'arrêt du travail dans plusieurs secteurs, comme celui du phosphate et les champs pétroliers qui sont arrêtés. Donc, plusieurs facteurs sont à l'origine d'une situation économique alarmante. Par ailleurs, les deux piliers de l'économie tunisienne sont en panne, à savoir l'investissement et les exportations. Pour les investissements extérieurs surtout, plusieurs investisseurs ne veulent plus investir en Tunisie car le climat des affaires est vraiment au-dessous de la moyenne. D'abord, la sécurité, il n'y a pas assez de sécurité en Tunisie. Plusieurs banques ont été pris pour cible. Les équipements collectifs et l'infrastructure de base, c'est-à-dire dans une situation catastrophique. Les arrêts de travail sont fréquents et répétitifs, soit organisés par le GTT ou anarchiques, comme on dit. Il faut avoir une paix sociale pour au moins 2-3 ans, pour permettre à la roue de l'économie de rouler. D'autre part, il est nécessaire de travailler plus, parce qu'aujourd'hui, c'est une question de mentalité. Le Tunisien ne veut plus travailler, ne veut plus produire. Il veut avoir de l'argent sans bouger, rester chez lui. Donc, il faut changer la mentalité. C'est une question de mentalité. Dans les pays asiatiques, par exemple, la mentalité des travailleurs n'est pas celle, disons, la mentalité des citoyens, n'est pas celle des Tunisiens. Même en retournant chez eux à la maison, les Asiatiques, comme les Chinois, les Japonais, etc.,
travaillent même dans leur maison, après avoir terminé leur travail au bureau. Donc, il y a une mentalité. On ne peut pas avancer pour des années encore sans changer cette mentalité et faire du travail une valeur sûre, une valeur, c'est-à-dire qu'on ne peut pas laisser. Par ailleurs, il faut rationaliser les dépenses. Les dépenses maintenant se font d'une façon presque anarchique. On importe n'importe quoi et les dépenses en devises sont faramineuses. Donc, il faut améliorer les dépenses et acheter juste le nécessaire pour éviter les dépenses inutiles. Par ailleurs, on ne peut pas comparer la Tunisie des années 70, des années 80 à la Tunisie après la Révolution, pour ne pas dire aujourd'hui. Parce que le système politique n'était pas le même. Le système politique, il n'y avait presque pas de, à part quelques incidents qui ont eu lieu dans les années 70, il n'y a pas une opposition farouche de la part du syndicat. Les syndicats étaient presque toujours d'accord avec les décisions prises par le chef de l'État et le gouvernement. Donc, on ne peut pas comparer. On ne peut pas comparer la situation actuelle à celle des années 70 et des années 80, même s'il y a eu des problèmes au niveau de l'économie, malgré, c'est-à-dire une politique très sévère, très rigoureuse, il y a eu des problèmes et on a pu en sortir. Maintenant, c'est différent. Maintenant, chacun fait ce qu'il veut. Les travailleurs peuvent ne pas travailler, peuvent même défoncer la porte du directeur général et le faire sortir. Comme quoi, ils ne veulent pas de ce directeur. C'est-à-dire, c'est complètement le chaos actuellement. Donc, il faut changer le système politique. Avoir un président de la République qui a des pouvoirs assez étendus et forts pour qu'il puisse gouverner. Sinon, on va rester dans une situation anarchique. Chacun fait ce qu'il veut. Il ne veut pas travailler, il ne travaille pas, et le syndicat le protège. Il veut des augmentations salariales, il veut arrêter les champs de pétrole pour qu'elles ne produisent plus. Il peut même arrêter la production du phosphate. On a été obligé d'importer le phosphate de l'Algérie. C'est incroyable. Si on disait ça il y a quelques années, on ne croyait pas. On ne croyait pas à ça. Il n'est pas normal que la Tunisie, qui était l'un des principaux producteurs du phosphate, importe le phosphate de l'Algérie ou d'autres pays. Donc, il faut changer le système politique pour donner au président de la République plus de pouvoir pour qu'il puisse prendre des décisions et le chef du gouvernement aussi ou le Premier ministre puisse lui aussi prendre des décisions et qu'il soit maintenant prend beaucoup de décisions. On élabore des lois, des projets de loi, mais personne ne les applique. Donc, la situation ne peut pas changer tant que le Tunisien n'a pas vraiment un système politique, c'est-à-dire efficace. Comme c'est le cas en France, en Europe, partout ailleurs, il y a un chef d'État qui gouverne et qui est responsable de toute la situation économique et sociale dans le pays. Actuellement, c'est vraiment le chaos. Donc, on ne peut pas même pas attirer des investisseurs étrangers parce qu'ils ne sont pas prêts à subir les conséquences des actes terroristes et des actes, c'est-à-dire qui ne vont pas au service de l'entreprise. Donc, il faut prendre les mesures nécessaires, améliorer le climat des affaires, surtout le climat des affaires, pour pouvoir attirer et faire la promotion du site tunisien, faire la promotion au niveau international, pour attirer davantage d'investisseurs et améliorer les exportations, parce que les exportations aussi ont réalisé un déficit très important. On ne peut pas avancer alors que les importations... C'est vrai que le Covid et la récession de la demande est pour quelque chose dans cette situation,
Mais ce n'est pas uniquement ça. Il y a aussi la valeur du produit tunisien, qui n'est pas comparable à celle des autres pays, même pays voisins. La valeur ajoutée a chuté d'une façon importante au cours de ces dernières années. Donc, il faut chercher d'autres, c'est facile à dire, il faut chercher d'autres marchés, mais des missions doivent être envoyées dans les pays africains. On en a pas beaucoup parlé d'ailleurs par le passé, des pays africains, mais on n'a rien fait. Des missions ont été envoyées, mais on n'a pas concrétisé des marchés importants au niveau de l'Afrique. On en a beaucoup parlé par le passé, mais rien n'a été réalisé, sinon très peu. En Europe aussi, notre principal traditionnel client, il faut aussi chercher d'autres niches où on peut exporter nos produits. Il n'est pas exploité à 100%. En France, il y a aussi des marchés. En ne parlant pas de l'Asie, qui est un pays lointain, et de l'Amérique. Il faut diversifier aussi les exportations, ne pas se limiter uniquement à l'huile d'olive et quelques produits qui n'ont pas beaucoup de valeur. On peut inventer ou améliorer des produits pour gagner des parts de marché. Mais tout cela, après avoir effectué une mission de prospection des différents marchés. Donc, je répète, l'investissement et les exportations sont les deux piliers importants, les moteurs de la croissance économique en Tunisie et partout d'ailleurs, dans tout le pays du monde. Et il faut aussi changer la mentalité des Tunisiens qui doivent faire du travail une valeur sûre, une valeur. Maintenant, celui qui travaille, celui qui ne travaille pas ont le même salaire presque. Il faut que le salaire soit donné à celui qui travaille plus, à celui qui fait plus d'efforts au niveau de l'innovation, de la recherche. Il n'est pas normal que deux personnes, l'un travaille, l'autre ne travaille pas, perçoivent le même salaire. C'est pas normal, c'est pas juste. Et il faut aussi arrêter les grèves. La paix sociale, c'est une nécessité. Dans ces conditions actuelles, la paix sociale est une condition indispensable. Il ne faut pas continuer à arrêter le travail ou à arrêter la production, surtout pour des secteurs très, très, très demandés et qui rapportent des devises, des millions de dinars. Au lieu d'aller demander de l'argent des banques, il faut tirer l'argent de notre production, de notre sol. Vraiment, c'est un crime qui est en train d'être commis dans notre pays. Il faut intervenir à tout niveau pour arrêter ça. Donc, la paix sociale, le changement de la mentalité des Tunisiens pour qu'ils partent de zéro, pour créer de la richesse et améliorer nos recettes en devises et compter, améliorer, consolider les deux secteurs que je viens de dire, à savoir celui de l'investissement extérieur et des exportations. Encore faut-il améliorer le climat des affaires. Le climat des affaires qui comporte, comme vous le savez tous, plusieurs éléments, plusieurs critères. Sans ça, on ne peut pas avancer, on ne peut rien faire. En fait. Très bien. Merci beaucoup, c'est Chokri. Esdine, est-ce que tu as quelque chose à dire, ajouter très rapidement, parce que je vais donner la parole à Sid Ahmed pour conclure. Là, moi, je m'excuse. C'est Azdine, c'est quand c'est Azdine. Allô? On fait, hein? Oui. Parce que je suis obligé de vous quitter, malheureusement, parce que je vous ai dit que j'ai un engagement. C'est déjà très bien. Parce que là, moi, juste pour vous remercier énormément et pour vous dire que je suis d'accord sur des approches qui ont été développées. Et je considère réellement qu'il est maintenant de notre responsabilité de polémiquer positivement sur le communiqué de la Banque centrale. Je considère que c'est une chance de la Tunisie qu'on ait maintenant un débat serein,
un débat efficace, un débat valable et responsable. Ne ratons pas cette occasion pour la transformer en règlement de compte ou en déviation qui serait malheureuse encore pour le pays. Essayons de construire sur cela parce qu'il y a réellement urgence à construire une harmonie entre la politique budgétaire et la politique monétaire, de l'intérêt financier d'abord et de l'intérêt de l'économie ensuite. Et avec tous mes encouragements, mes remerciements. Absolument, merci beaucoup, Sidi Ahmed. J'ai attiré l'attention des auditeurs la semaine dernière et la semaine d'avant, et j'avais même dit qu'il ne faut pas tirer sur l'ambulance. L'ambulance, c'est la Banque centrale, et la Banque centrale qui est au secours de l'économie. C'est elle qui transporte le sang à infuser. Exactement, je suis d'accord. Donc, la seule chose, il faut que le gouvernement. Attendez. Je vais te donner la parole. Le gouvernement, il faut que, parce que qu'est-ce qui a mené? C'est le gouvernement qui a demandé au niveau de l'information à la Banque centrale de financer un tel montant sans autre explication. Bien sûr. La réaction de la Banque centrale doit être salutaire. Absolument. De ceci, absolument. Donc, si Marouane Abbasi, gouverneur de la Banque centrale, il connaît ces mécanismes, il les enseigne. Je le connais personnellement. C'est un bonhomme intègre. Il est d'une limpidité, d'une clarté exemplaire. On le connaît. On le connaît, mais c'est le conseil d'administration. Quand il met l'eau là et il dit ça ne peut pas continuer comme ça parce que ça va très mal finir. On va arriver vers une situation ingouvernable, c'est ingérable, c'est pas possible. C'est pas au niveau de l'inflation, au niveau du dinar, au niveau de c'est pas possible. Oui, il y a ce qu'il y a, c'est une mauvaise communication. Pourquoi? Voilà, il y a une mauvaise communication parce que si on parle du public, si on parle de l'opinion publique, n'est-ce pas, a été déroutée par certains pseudo-experts. Absolument. Au niveau médiatique et au niveau d'argent et il y a des problèmes, c'est comme les chirurgiens, un cardiologue, il y a des problèmes techniques qu'il faudrait essentiellement faire comprendre à l'opinion publique. Quand on dit c'est dans le bien du pays, la Banque centrale, ce qu'elle fait, c'est pour le bien du pays, pour que le pays ne va pas à la dérive. C'est ça ce qu'il faut dire à l'opinion publique et laisser les techniciens. Alors, je voudrais dire, ce n'est pas possible, ce n'est pas normal qu'en quelques mois, on passe d'un déficit de 2 et quelques à 17. Ce n'est pas possible. Et on demande à la Banque centrale de financer. Les banques ne peuvent prêter que ce qu'on leur a déposé. Or, on ne dépose rien. L'essentiel du fric, il est à l'extérieur, ailleurs. Et tout le monde le sait. Tout le monde, il est dans les matelas. Que cet argent rentre, les banques pourront. La Banque centrale, ce sera un plaisir de lâcher les brides aux banques pour accorder plus de crédit, etc. Donc, une chose est sûre, la Banque centrale ne peut rien faire de plus que ce que ces statuts qui sont les mêmes d'ailleurs dans tous les pays du monde. La stabilité financière, la sauvegarde de la monnaie, la stabilité des prix, c'est ça. Donc c'est pas la peine que certains, j'ai entendu des choses absolument incroyables depuis quelques jours à la télévision par des gens qui ne connaissent même pas les mécanismes de transmission de la politique budgétaire, fiscale ou monétaire. Et puis les gens boivent
leur parole comme si c'était… Non, c'est pas possible. Ce n'est pas gérable. Si vous permettez, j'aimerais dire deux choses. Un, il faut dire que la Banque centrale, au niveau du refinancement, elle est en train de se jouer son rôle. Si on regarde, comme je l'ai dit, de janvier jusqu'à pratiquement fin septembre 2020, la Banque centrale, la composition du volume de refinancement en date est bien parce que j'ai lu le communiqué et le communiqué m'a renvoyé cela. À la date du 21 octobre 2020, la Banque centrale a accordé aux banques 9,048 milliards de dinars. Je ne vais pas rentrer. Absolument. Je suis désagrégé. Donc, de facto, la Banque centrale détient dans son portefeuille actuel un montant de 3,3 milliards de dinars sous forme de bons de trésor assimilables et de bons de trésor à court terme, n'est-ce pas, qu'elle gardera jusqu'à l'échéance. Donc, elle le fait. Les gens croient qu'elle ne le fait pas, elle le fait. Maintenant, ce que j'aimerais dire, c'est que s'il y a une situation exceptionnelle, OK, il faut dire les choses comme elles sont. S'il y a une situation exceptionnelle, c'est-à-dire, il peut être envisagé, par exemple, de dire, on va admettre un peu plus d'inflation, n'est-ce pas? On a 5,8, on va mettre un peu plus d'inflation, plus forte que les conditions actuelles. Voilà. La question, c'est de savoir que doit faire cette appréciation et qui doit assumer la responsabilité. Si maintenant, si l'inflation, n'est-ce pas, causée par ceci, à titre exceptionnel, va à des dépenses qui vont préserver le tissu économique et social, qui va essentiellement, on peut juger à ce moment-là que le risque d'inflation est acceptable, ce petit risque. La création monétaire peut servir à assurer un financement des entreprises, maintenir des emplois, garder l'appareil de production en place par le biais du budget de l'État, directement par le crédit privé. Accepter un certain regain d'inflation avec ses implications négatives à très court terme peut être jugé acceptable par la communauté. Mais ce sont des circonstances exceptionnelles qui justifieront des choix exceptionnels. Maintenant, dans ce calcul, le fait que l'inflation a des effets de redistribution énormes, que la politique monétaire, même si elle a des courroies de transmission indirectes, n'est-ce pas, sur l'économie réelle, elle va immédiatement impacter l'inflation et elle va immédiatement impacter les plus pauvres et pas ceux qui sont plus aisés. C'est pour ça qu'il ne faudrait pas que, au-delà des mesures habituelles, laisser à la Banque centrale déterminer le timing et le volume de ce qu'elle pourrait faire et ne pas, n'est-ce pas, créer et laisser la planche à billets fonctionner. Voilà. S'il te plaît, Asdine, il y a un point qui est très important aussi. Très important, et c'est un phénomène qu'on est en train d'étudier depuis quelques semaines, depuis quelques mois. C'est que les injections de liquidités, c'est-à-dire sous forme de crédit, qui sont opérées pour financer la sortie de crise, il ne faut pas que ces crédits-là profitent à de la spéculation foncière pour acheter des terrains, pour acheter des maisons, des appartements, ou même, je dis bien, à financer des investissements boursiers. Ces crédits doivent financer l'investissement productif, je dis bien, et des investissements, la consommation durable, c'est-à-dire tout ce qui est frigo, tout ce qui est des petites choses comme ça, etc., à financer aussi l'investissement privé des ménages pour la rénovation de maisons ou la continuation de construction ou de l'acquisition de maisons principales, des maisons
d'habitation principale. Il ne faut pas que ces injections de liquidités et ces crédits-là ne soient pas déviés vers de la spéculation. Et ça, c'est très grave. C'est très, très grave. Et il n'y a qu'à voir la hausse des prix des terrains constructibles, la hausse des prix de l'hectare, la hausse des prix des maisons à Tunis, de Bizerte jusqu'à la borne 33, 233. Il y a l'indice des prix à la construction, à l'acquisition de terrains et de maisons. Il y a des prix, il y a des terrains ils ont été multipliés par 2,5 à 3 en l'espace de 2 ans. Ça nous fait un taux de croissance des prix, des cours de l'ordre de 50 à 70% par an. C'est énorme, ça. Ça, c'est de la spéculation et ne profite ni aux pauvres, ni à l'investissement, ni à l'emploi, ni à la sortie de crise. Ce qui signifie qu'il ne faut pas que ces crédits-là profitent à certains de riches spéculateurs de s'enrichir encore plus au détriment des autres, c'est-à-dire des classes moyennes et la classe pauvre qui est en train de subir dans sa chair la perte de pouvoir d'achat, la perte d'emploi à cause de cette crise pandémique qui s'ajoute, je le dis, je le répète, à la crise de transition politique, sociale et économique que vit la Tunisie depuis le 14 janvier. C'est mon dernier mot. Est-ce que Esdine, très bien, je vous remercie. Je remercie tout le monde. Je remercie Sid Ahmed et Chokri, Esdine, et on se donne rendez-vous pour mercredi prochain, 14h, pour un autre forum. Merci Sitar, merci Chokri. Merci de vous voir et à la prochaine. À la prochaine.